a un mec qui m'attend avec un flingue derrière la porte et je vais quand même aller le chercher. Donc ça, ok, waouh. On commence à venir les triturer ou les tester ou les mettre à l'épreuve mentalement avec le manque de nourriture et ainsi de suite et les pressions psychologiques. C'est intense psychologiquement. C'est possible que je m'améliore en 30 minutes dans la négociation? Tu pètes un câble et que je te dis c'est bon Rassem, ça va te faire péter un câble 2 fois plus. Ça c'est la matrice de toutes les crises, de toutes les négociations. Le dernier truc, mais qui est le premier qu'on t'apprend dans toutes les écoles, c'est... Hello tout le monde. Aujourd'hui, on reçoit l'ancien négociateur au GIGN, David Corona. Quand on est GIGN, on doit savoir faire du sniper, on doit savoir manipuler des armes, on doit savoir faire du combat rapproché. Mais ce qui est spécial chez David Corona, c'est qu'il a fait aussi de la négociation au GIGN. C'est un invité spécial parce que David Corona a géré la négociation avec les frères Kouachi dans l'affaire Charlie Hebdo en 2015. Il a aussi géré l'affaire Super U de 2018. Et il est passé côté business. Aujourd'hui, il conseille des chefs d'entreprise sur des négociations, sur de la gestion de crise, mais aussi préparateur mental pour des sportifs de haut niveau et des chefs d'entreprise. Et dans cet épisode, on va parler de techniques de négociation, de gestion de crise entre associés, de gestion de crise dans la vie privée. Et David va nous donner beaucoup d'exemples et d'anecdotes très croustillantes. David Corona, on est ravis de t'avoir avec nous. Merci, avec plaisir. Je suis content d'être avec vous également. Bah écoute, merci. Quand j'ai donné ton nom à l'équipe et qu'ils ont fait leurs recherches, ils ont bien kiffé. Donc ils sont là en train de regarder l'épisode et ils vont participer, mais très ravis. Donc en fait, on va commencer d'abord, avant de parler de négo et de technique et de profiling, qui sont les cœurs de ton métier aujourd'hui. Ça fait plusieurs années que tu le fais en privé. On va revenir sur ta carrière et ce qu'elle t'a apporté. Donc peut-être raconter un peu. C'est toujours impressionnant pour nous de l'extérieur, les forces spéciales. Ça nourrit beaucoup de fantasmes. On a bien sûr les images des films, etc. Et la réalité, est-ce qu'elle est très différente de ce qu'on connaît? Parce que c'est beaucoup d'entraînement / peu de présence sur le terrain, ou c'est beaucoup d'opérations. Comment tu occupais ton temps en fait dans les GIGN? Je l'occupais bien, je l'occupais de manière assez dense. Oui, c'est assez proche de ce qu'on voit. Les différences, c'est que des fois, c'est pire que ce qu'on montre. Pire pour toi? Plus intense. On a des images d'Épinal de ce que sont les forces spéciales. Elles ont pas toutes exactement les mêmes missions. D'ailleurs, il y a des puristes qui nous regardent qui vont dire le GIGN, ce ne sont pas les forces spéciales. Les forces spéciales sont du commandement des opérations spéciales et donc c'est le premier RPIMA, les commandos Hubert, ainsi de suite. Effectivement, le GIGN est une unité spéciale, c'est un peu galvaudé quand on dit force spéciale parce que c'est au vu de ses missions d'antiterrorisme et de criminalité organisée qu'on lui attribue ce nom-là, ce qualificatif. Par contre, effectivement, il y a quelques forces spéciales qui sont pas tout le temps occupées, qui s'entraînent beaucoup. C'est pas le cas du GIGN. Le GIGN, malheureusement, mais fort heureusement pour ceux qui l'ont intégré, est archi occupé. Ce sont des centaines, voire parfois des milliers de missions par an si on prend toutes les antennes régionales et outre-mer. Et ça va de la filature, de la pose de caméra, de micro, en passant par des arrestations musclées de go fast ou de trafiquants d'armes, jusqu'à des schizophrènes forcenés, des attaques terroristes et ainsi de suite. C'est un quotidien qui est très très bien rempli, tant sur l'entraînement que pour les missions. Au début de la sélection, on va venir te tester physiquement pour voir si tu as le minimum requis pour vivre les expériences qu'on va devoir te faire traverser. Et ensuite, dans une deuxième phase de test, une fois qu'on a écrémé les quelques-unes qui avaient la capacité physique d'encaisser la dureté de l'entraînement, on commence à venir les triturer ou les tester ou les mettre à l'épreuve mentalement avec le sommeil, avec l'eau froide, avec les blessures, avec le manque de nourriture et ainsi de suite et les pressions psychologiques. Et ça, c'est ce que tu vas vivre dans ta carrière au GIGN parce que tu vas t'apercevoir que le matériel est très lourd, que parfois il faut tenir longtemps, qu'il faut tenir dans l'eau froide, qu'il faut tenir dans des chaleurs pas possibles en fonction des pays dans lesquels tu interviens, parce que le GIGN intervient aussi à l'étranger. Ah oui. Et ça va influer sur ton mental. Est-ce qu'à un moment donné, tu as la capacité psychologique, émotionnelle d'endurer des longues missions difficiles, coupées des autres, avec des pressions parfois insoutenables, avec des vies en jeu? Et donc, en fait, tu reproduis en mission ce qu'on t'a fait étraîner à l'entraînement. Ok. Et donc, ça veut dire que dans la sélection, il y a des épreuves qui sont psychologiques, même si c'est physique, il y a un composant physique. Et j'avais regardé et j'avais lu que dans la sélection des forces de ce type-là, des unités spéciales, on cherchait des gens équilibrés psychologiquement, stables, qui parfois ont des enfants. C'est quoi le rapport entre avoir des enfants et solidité? En fait, l'idée, c'est de se dire il faut qu'on ait des gens suffisamment stables émotionnellement, suffisamment matures.
C'est ce qui fait, par exemple, qu'au GIGN, il faut avoir 24 ans minimum pour pouvoir rentrer. Et en même temps, il y a une espèce d'agglomérat de profils de personnalité où la typicité des gens qui rentrent, c'est tu es assez stable émotionnellement et tu as une structure de personnalité et de famille, de couple, qui fait que tu n'es pas un petit foufou et que tu as envie de rentrer à la maison le soir et que tu es capable de prendre des décisions sous pression. Et en même temps, tu es assez fou et complètement barré pour faire des trucs qui sont pas entendables par le commun des mortels, c'est-à-dire, il y a un mec qui m'attend avec un flingue derrière la porte et je vais quand même aller le chercher. Donc il faut cet agglomérat de micro-folie et de grande stabilité émotionnelle pour arriver à faire ce truc. C'est un équilibre dur quand même. Hein. C'est pour ça que la sélection est compliquée. C'est parce qu'en fait, on ne crée pas ça chez les gens, on le trouve chez les gens. Pour moi, le GIGN, c'est pas un truc qu'on force, sur lequel on force pour rentrer, mais c'est un espèce de tamis au travers duquel on essaye de passer les grains les plus fins jusqu'à ce qu'à la fin, il en reste quelques-uns seulement. Et c'est ça, tu passes les épreuves du GIGN pour faire en sorte qu'on puisse trouver ou révéler chez toi l'aptitude sur laquelle on va s'appuyer pour t'apporter des compétences techniques et parfois physiques. Ça me rappelle juste le test de West Point, qui est un test très connu parce que c'est sur une longue durée et ils n'ont jamais compris. Ils savent que c'est un très bon test pour sélectionner, comme tu dis, les personnalités adaptées à ça, mais ils ne savent pas prédire à l'avance qui va le gagner, ce test. Et il y en a qui a écrit un livre qui s'appelle Grit, peut-être que tu connais. Et The Grit, en fait, elle a réussi à faire un test qui anticipait très bien ce qui allait réussir. Et la seule chose qui comptait, c'était la ténacité, quoi. Ça marche aussi dans un contexte entrepreneurial. Si tu fais une thèse, tu fais de la recherche, en fait, cette ténacité-là, finalement, elle est point commun entre beaucoup de choses où tu peux être très smart et ne pas avoir cette ténacité, en fait. Ou tu peux être très costaud et ne pas l'avoir. Ouais, le principe. Alors, c'est vrai qu'effectivement, les aptitudes physiques sont pas du tout révélatrices du potentiel mental, ce qui crée une difficulté à la prédiction avec une grande précision dans ce que tu évoques là. C'est qu'à un moment donné, on a assez peu de gens qui finissent et donc on a du mal à trouver un facteur fil rouge entre ces gens-là. Et c'est intéressant de venir regarder sous différents angles, mais la ténacité, la résilience sont des choses qui viennent être vécues ou découvertes rarement, parfois, dans certains moments de vie. Là, moi, j'avais l'habitude de dire, quand sur certaines sessions, je sélectionnais les candidats, d'essayer de faire des prédictions sur du profilage, sur la réussite ou pas à certaines épreuves. Et en fait, l'idée, c'est de laisser sa chance au produit systématiquement parce qu'on peut être surpris et qu'à chaque épreuve, c'est une occasion nouvelle de se découvrir et d'aller dans une zone dans laquelle on ne se connaît pas soi-même. Et cette sélection du GIGN, elle permet de découvrir les gens, mais elle permet aussi aux gens de se découvrir eux-mêmes. Toi, ça t'est arrivé de dire ce gars-là, jamais il va le passer, je le vois, et il te surprend, c'est le survivant du test? Alors, on arrive assez vite à détecter parmi les candidats et les candidates quels sont ou qui sont ceux qui vont ne pas arriver au bout. Par contre, parmi ceux qui passent les étapes, c'est assez difficile parce qu'il peut se passer tellement de choses. Oui. Je me suis blessé, je supporte pas très bien le froid, ou dès que je manque de sommeil, ça altère vraiment. C'est genre un coefficient comme à la fac. Hein. Il y a un coefficient perturbateur de ça chez moi dans mon profil de personnalité qui fait que ça me déstabilise là où on n'aurait pas pu le voir arriver. Et en fait, l'idée, c'est de faire passer une batterie de tests et de filtres et d'épreuves aux gens pour se dire, OK, ceux-là, celles-là ont le minimum requis pour entrer dans cette unité. Et ensuite, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. On veut juste savoir comment est-ce qu'ils vont réagir quand ça va merder. Parce que des gens parfaits, il n'y en a pas sur cette planète. Oui. Et qu'en gros, on veut savoir comment tu réagis quand tu es en stress, comment tu réagis quand tu as froid, quand ça dure trop longtemps. Et ça nous va en fait. Je t'arrête 20 secondes. Je suis Rassem Flazi, président et cofondateur de Legal Place. Aujourd'hui, Legal Place, c'est le moyen le plus facile en France pour créer ta société. Si tu veux créer ton entreprise, il y a un code promo qui s'affiche en bas de cette vidéo. Clique sur le lien dans la description pour utiliser le service. Et tu es passé à la partie négociation. Comment ça se fait que c'est le même groupe finalement qui fait à la fois des opérations de surveillance,
arrestation musclée, etc. Et qui fait aussi un truc très mental et différent, qui est la négo. C'est des équipes différentes ou... Alors, en fait, au GIGN, tu as 3 grandes forces, 4. Tu as la force intervention, qui est le GIGN que tout le monde connaît. J'arrête des terroristes, des preneurs d'otages et ainsi de suite. Tu as ensuite une force sécurité-protection, qui protège les ambassadeurs à l'étranger, et notamment en Irak, en Côte d'Ivoire, en Afghanistan, dans des pays sympas. Et tu as l'observation-recherche, qui fait de la filature, qui pose des micros, des caméras, et ainsi de suite. Et tu as également, rattaché à la sécurité-protection, mais au GIGN en général, le GSPR, qui est le groupe de sécurité du président de la République, qui participe pour moitié avec la police à la sécurité du président en place. À l'intervention de cette unité-là sont extraits et sélectionnés parmi les opérateurs des colonnes d'assaut les négociateurs. C'est un choix coûteux et en même temps raisonné de l'unité. C'est une des seules unités au monde qui a fait ce choix-là. Tu vas dans plein de pays, tu vois les SWAT arriver, le négociateur avec sa bagnole, son parapluie et ses souliers vernis. Tu as plein d'unités où c'est le cas. Le GIGN a fait le choix d'avoir des opérateurs qui sont capables de faire ce que font tous les autres et à un moment donné, soit de sortir de la colonne d'assaut, soit d'être dans la colonne d'assaut pour connaître en fait les contraintes tactiques et d'être un outil de plus dans la main du chef. C'est-à-dire que le négociateur va être en capacité de prédire certains fonctionnements et de proposer au chef de préparer une équipe parce que ça va partir en vrille, ou de dire au chef « je te propose une diversion pour que tu fasses rentrer une équipe là-bas », ou là, moi, je pense que c'est mort, il faut qu'on intervienne. Et donc, c'est pour ça qu'il y a vraiment un travail main dans la main et que le négociateur, au même titre qu'un spécialiste explosif, un sniper ou le maître de chien, va être en capacité de proposer, de donner une expertise qui est complètement dans la veine de l'objectif final. C'est-à-dire que c'est des gars qui ont fait du combat rapproché, ouais, qui savent sniper, et en même temps, ils se sont spécialisés dans la négo. C'est ça. Ils sont intégrés à l'unité d'intervention. C'est ça. Et donc, ils peuvent, en plein intervention, stopper. Donc, il y a une forte synergie. Il y a une forte synergie. C'est ce qui fait que des fois, on met tout de suite à l'écart les négociateurs pour les laisser seulement à la négociation. Mais des fois, en fonction, ils sont juste à la négociation et en conseil dans la main du chef. Mais des fois, on va se retrouver avec un négociateur dans la colonne d'assaut qui... Ça rentre dans la maison, ça arrive au fond du couloir et avant de rentrer la porte, de casser la dernière porte, va laisser une dernière chance ou tendre une dernière main à la personne pour lui permettre de sortir. Parce que l'Américain en souliers vernis, il peut pas, une fois qu'il c'est soit il est à l'extérieur et il négocie, soit c'est bon, l'assaut est donné, il peut pas intervenir soit négociation, il peut tenter de faire une tentative de diversion ou de négociation avant qu'il y ait la phase d'assaut, alors qu'au GIGN, la négociation se fait jusqu'à la dernière seconde. Donc ça, ok, waouh. Ça veut dire que parmi les mecs qui sont entrés dans ce test-là, on va choisir ceux qui ont une appétence pour ça. Et on va les spécialiser. C'est la seule spécialité qu'on ne peut pas t'imposer dans l'unité. Ton chef peut te dire quand tu arrives en section, toi tu seras tireur d'élite, toi tu seras spécialiste explosif, toi tu seras sport de combat ou infiltration spéciale. Mais les négociateurs doivent faire acte de volontariat pour devenir négociateur. On ne peut pas te forcer à avoir de l'empathie, de l'écoute et de la compréhension. Et toi, tu as eu cette décision à un moment, quoi. C'est ça. À un moment donné, il s'est passé un truc, une énième mission où ça a bipé la nuit. Et je me suis mis derrière mon fusil sniper. J'ai attendu 3-4 heures. Les négociateurs ont fait sortir le mec. Je suis reparti dans ma bagnole à 200 km/h. J'ai retraversé la France et je me suis dit, en fait, il me manque un truc. Je voudrais avoir une capacité d'action encore plus grande, un spectre plus large. Et donc, soit je serai dans l'action principale, soit je serai dans la négociation. Mais dans les deux cas, je veux faire un truc. Et donc, c'est pas par volonté de compréhension de l'être humain que j'ai choisi la négociation, mais c'est dans une volonté d'être tout le temps dans une action prépondérante. Et avoir plus de cartes, plus de champs d'action, et donc la partie purement négo, compléter ça. Donc... C'est ça. C'est la capacité à un moment donné d'être et le gardien et l'attaquant en fonction des situations. C'est un peu gourmand, mais c'est une volonté d'être dans l'action principale. Sinon, ça veut dire que tu peux rester longtemps derrière le sniper, il se passe rien parce qu'ils ont réussi par la négo de gérer et toi, tu n'as rien fait finalement, quoi. C'est ça, exactement. Et après, ça dure longtemps cette spécialisation en interne ou Tant que tu décides de continuer d'avancer, que ça te plaît, qu'on estime que tu as les aptitudes pour ça, tu peux rester 7, 8, 10, 15 ans négociateur. Et c'est quoi parce qu'il y a beaucoup de choses très très médiatisées, parce que hyper grave, hyper spectaculaire, Charlie Hebdo, le Super U 2018.
Et qu'est-ce qu'on voit pas? Il y a beaucoup d'autres cas aussi dangereux, mais pas du tout médiatisés. Oui. Toute la partie, lorsqu'elle ne concerne pas des VIP ou certaines personnalités, toute la partie d'enlèvement, d'extorsion de fonds, de prise d'otages familiale. On ne le voit pas, nous, finalement, dans les médias. Non, des forcenés qui tirent dans la rue et qui sont maîtrisés ou qui sont neutralisés. Tout ça, ça ne sort pas à la télé. Des prises d'otages en prison aussi. Wow. Donc ça arrive des fois, mais il y a plein de fois où c'est passé sous silence. Mais c'est quoi la fréquence pour nous, spectateurs ou juste citoyens? C'est quoi la fréquence de ces choses-là? C'est tous les jours? Bien trop importante. Ah oui. Tu savais ça, Anthony? Oui. Nous, on vit comme s'il n'y avait que 2015 et 2018, tu vois. Bah, ce sont des choses qui ont été médiatisées, qui impactent la France en général. Oui. Là, quand il y a une attaque terroriste sur des terrasses à Paris, tout le monde se dit potentiellement ça peut être sur ma terrasse de ma ville. Ça aurait pu me toucher mes enfants. Alors que quand il y a un voisin qui pète un plomb, qui s'en prend à sa famille ou qui tire sur quelqu'un dans la rue, il y a ce biais cognitif de proximité qui fait que c'est loin de moi, donc ça ne me touche pas en fait. Ça aurait pas pu me toucher parce que c'est une personnalité. Et ça n'arrivera pas. Et donc, même si quand même, alors que c'est possible, on ne se sent pas touché, dès qu'on médiatise des choses qui pourraient être potentiellement proches de chez moi, ça va m'intéresser. J'ai une question très bête. Tu es négociateur de crise. Qu'est-ce que c'est une crise? À partir de quand on dit qu'il y a une crise? Il y a une crise à partir du moment où des forces d'unité locales ne vont pas réussir à régler le problème. Par exemple, s'il y a une altercation entre deux voisins dans la rue, qu'il n'y a pas une présence d'armes et que les voisins, la police municipale ou la gendarmerie locale arrivent à les séparer ou à les ramener au calme, ça ne va pas être une crise. À partir du moment où il y a présence d'otages et ou d'armes à feu, on rentre dans de la négociation de crise. Il y a plusieurs critères. Alors aujourd'hui, avec Incognita, j'ai plus trop le critère « il y a des vies en jeu », même si ça m'est déjà arrivé quasiment sur certaines missions. Mais c'est quel est le degré d'urgence, quelles sont les conséquences humaines et financières pour la personne qui demande de l'aide, ou est-ce qu'il y a une souffrance psychologique, émotionnelle qui est prépondérante dans ce qui est en train de se passer. Donc typiquement, on peut se retrouver dans des conflits entre associés, des conflits RH, des crises syndicales où on se risque à pouvoir fermer la boîte dans un temps court, ou que des gens sont en souffrance et qu'il peut y avoir des conséquences humaines, voire juridico-légales, qui vont impacter l'entreprise ou les gens qui sont dans la situation de crise. Et là, on va considérer que c'est une crise parce qu'il y a et de l'urgence et des conséquences délétères. Clair. Parce que c'est vrai que dans le business, il se peut que ça arrive au physique en vrai, parce que les enjeux sont très gros, donc ça fait péter des câbles à certains. Moi, je sais que j'avais un contact à moi qui est entrepreneur à succès, français, et une fois son CFO/associé l'a attaqué au couteau. Et il était, le gars que je connais était très costaud, et l'autre était beaucoup moins costaud, mais il avait un couteau, il le tape ici à côté du cœur plusieurs fois. Heureusement, c'était un week-end, mais il y avait des mecs qui travaillaient sur le échafaudage. Ils ont entendu le gars gueuler, ils sont intervenus et il a survécu. Mais et ce qui est dingue, c'est que ce mec-là, ça fait 10 ans et la procédure judiciaire, elle est encore en cours. C'est pas fini. C'est hyper long et je sais pas à quel point c'est dissuasif ces procédures-là, parce que quand tu sais que ça peut durer autant, c'est... De toute façon, quel que soit le niveau de dissuasion des procédures liées à ce genre d'événement, ça n'empêcherait pas quelqu'un de péter un câble qui, au vu de son profil de personnalité, au vu des facteurs déclenchants qui l'ont amené à être dans cet état-là émotionnel, font que y a une décompensation et qu'il y a un pétage de câble en fait. Il ne regarde plus les mesures de dissuasion en fait. Pour lui, c'est bon, il est passé à autre chose. C'est le principe de cet événement-là, c'est qu'à un moment donné, les gens pètent les plombs et il n'y a plus de notion de conséquences. Et quand ils en reviennent à la réalité de la vie, ils sont en capacité de rementaliser les potentielles conséquences délétères et pourquoi est-ce que je ferais ou je ferais pas ça. Mais c'est tout l'enjeu de la négociation de crise dans ces unités-là, c'est d'arriver à faire en sorte que les gens qui ont complètement été déconnectés de la réalité y reviennent
et se rendre compte que c'est terrible aussi d'y revenir et qu'on arrive à les faire sortir dans le calme de ces situations-là. Mais c'est aussi le cas là quand on accompagne des entreprises, des dirigeants ou des équipes qui sont dans des crises, c'est arriver à faire le profilage des interlocutrices et des interlocuteurs, arriver à remettre de la rationalité tout en acceptant l'émotion pour que les gens sortent de la crise dans les meilleures conditions possibles. Parce que quand tu négocies en face de quelqu'un qui a vraiment pété le câble, c'est pas la même négociation parce que tu sais que le mec il est dans un autre état. J'ai pas envie de dire que c'est Trump qui négocie avec le dirigeant du monde entier parce qu'il a sa technique de... Pourtant, il est assez impulsif et il dit souvent n'importe quoi. Ouais, exactement. Mais du coup, ça fait partie du danger de négocier avec lui parce que tu n'es pas en train de calculer une théorie des jeux en mode si je fais ça, il va faire ça. Il n'est pas rationnel et donc c'est perturbant. D'anticiper quelqu'un qui ne s'anticipe pas lui-même, c'est compliqué. Ouais, et du coup, quand toi, tu es en face de quelqu'un qui a pété un câble, c'est ça la technique, c'est d'essayer de le faire revenir à son état raisonnable. Pour qu'ils se disent merde, qu'est-ce que j'ai fait en fait, sans avoir la volonté affichée de le faire. Si par exemple tu pètes un câble et que je te dis c'est bon Rassem, calme-toi, regarde l'état dans lequel tu te mets, ça va te faire péter un câble 2 fois plus en fait. Donc il faut que j'accepte que tu aies cet état émotionnel dans une limite de sécurité qui est la mienne, et on a tous des degrés de sécurité différents. Et quand je vais te laisser suffisamment ventiler ton émotion, je vais écouter avec 2-3 petites techniques toutes bêtes, que tu te dises ok il m'écoute, ok je suis légitime dans ce que je vis et ok j'ai de la possibilité à dire et à vider mon sac, au bout de 5, 7, 10 minutes, parce que c'est hyper énergivore, tu vas réussir à rentrer dans un truc où on va pouvoir commencer à rediscuter. Avant ça sert à rien que j'essaye de t'argumenter quoi que ce soit, c'est peine perdue. Qu'est-ce que c'est la base justement dans une négociation ou une discussion? C'est comprendre le comportement de la personne, c'est écouter. Qu'est-ce que c'est les choses qu'on doit tous savoir en fait, qui sont applicables à tout le monde? Il y a un truc hyper simple, d'ailleurs c'est l'essence de notre méthode chez Incognita, on a un triptyque, on l'a affiché dès le départ, c'est au départ les clients qu'on avait nous disaient mais c'est quoi le secret en fait, comment est-ce qu'on arrive à faire ce que vous faites? Et en fait on y a passé des semaines et des mois et on a résumé toutes les situations problématiques à 3 ficelles que tu peux tirer qui vont te permettre de régler ton gamin qui se roule à la caisse au supermarché jusqu'au conflit israélo-palestinien, en passant par toutes les crises. C'est qui je suis moi, c'est quoi mon profil de personnalité, c'est quoi mes risques, c'est quoi mes peurs, qu'est-ce qui a du poids sur moi ou qui m'empêche de faire ce que je dois faire là, qui est l'autre, c'est quoi ton profil de personnalité, ton comportement, tes risques, tes peurs, tes objectifs. Et le dernier truc, mais qui est le premier qu'on t'apprend dans toutes les écoles, c'est qu'est-ce que je peux utiliser comme outil, c'est quoi la situation, c'est quoi le contexte, c'est quoi l'environnement, quelle ficelle je vais tirer. On t'apprend des techniques, on t'apprend des systèmes de trucs à remplir, des choses à faire. Des outils. Des outils. Et en fait, quand tu as un problème, c'est que 1, 2 ou 3 de ces leviers est en souffrance, ou en tout cas en problématique nécrosée, en deadlock. Et donc, soit tu dois changer un truc sur toi, soit tu dois comprendre un truc et changer ou contourner ou influencer un truc chez l'autre, soit il faut que tu trouves le bon outil pour que ça refonctionne. Et en fait, il n'y a pas midi à 14h à chercher. Il y a forcément un de ces 3 trucs ou plusieurs de ces 3 trucs qui coincent. Et ton job, c'est de trouver lequel pour l'activer. Donc ça, c'est la matrice, un peu la... Ça, c'est la matrice de toutes les crises, de toutes les négociations, de toutes les problématiques d'interaction humaine, qu'elles soient bipartites ou multipartites. Tu n'as que 3 espaces à explorer. Après, ça dépend de ton niveau de compétence, de ton niveau de compréhension, de ton acceptation de ce qu'il faudrait dire ou faire pour accéder à ces informations. Mais tout est réduit dans ces 3 champs. Est-ce que c'est applicable par des gens qui ne sont pas hyper sophistiqués dans tout ce que tu dis? C'est possible que je m'améliore en 30 minutes dans la négociation? Oui, absolument. Déjà, savoir qu'il y a un problème à ces 3 endroits-là, c'est déjà un premier level. La deuxième, c'est comme en thérapie, il y a plusieurs types de patients en thérapie. Il y a ceux qui sont absolument pas conscients du problème, mais c'est la même chose en marketing. Est-ce que mon prospect ou mon persona, il est conscient de sa souffrance ou de son problème? Est-ce qu'il n'en est pas conscient? Est-ce qu'il sait qu'il a une solution? Est-ce qu'il connaît cette solution? Et en fait, le parcours marketing, commerce que tu vas faire suivre à ton prospect, ton client, ton persona, c'est celui que tu vas faire suivre à ton patient ou à ton négocié ou à ton interlocuteur dans des situations humaines et de crise. Et il y a des gens qui ne sont pas conscients qu'ils ont un problème ou qui sont conscients du problème, qui n'ont pas envie de le régler, ou qui
ont envie de le régler mais qui ne savent pas comment et qui finissent à la fin, là où ils t'achèteraient ton produit, ils sont conscients qu'il y a un problème, ils savent comment le régler et ils ont envie de le faire. Ok, donc tout le monde, en fait, la négociation concerne tout le monde. C'est un sujet qui concerne à la fois, bien sûr, les patrons qui négocient des deals, c'est l'image qu'on s'en fait, mais tout individu négocie plusieurs fois par jour. J'avais vu une fois une statistique comme ça. Rien que traverser la rue, tu négocies avec le chauffeur qui va traverser lui aussi et qui va passer devant, etc. Donc en fait, on gagnerait pas tous finalement à avoir une formation de base en négociation parce que ça réglerait beaucoup. Il y a beaucoup de conflits qui naissent juste de l'incompréhension l'un de l'autre en fait. Tout à fait. Il y a des choses très basiques. Là, nous, on en discute plein de fois avec Anne. Il faudrait apprendre des choses à l'école déjà aux gamins. Oui. Et pour gommer tout un tas de problèmes, déjà sur l'altérité de l'autre, sur la diversité de l'autre, on a tous et toutes une carte du monde différente, on a des croyances, des valeurs, on a des profils de personnalité différents, on a des stratégies de vie et de défense différents, on a des niveaux de conscience différents. Déjà, tu inculquerais ça à la population, ça leur permettrait d'arrêter d'être systématiquement en défense, en défiance ou en résistance par rapport aux interactions. Ensuite, apprendre aux gens comment fonctionne un système relationnel. La systémie, c'est un truc qui a été inventé dans les années 70-80 par le courant de Palo Alto aux États-Unis. La systémie, c'est juste un truc absolument magique. Et quand les gens commencent à comprendre comment fonctionne un système et comment on bouge un système, c'est vraiment une révélation de vie. Et ensuite, cerise sur le gâteau, si on commence à se dire, tiens, on a des stratégies relationnelles, on a des prises de conscience dans certaines interactions, ça éliminerait tout un tas de problèmes. Est-ce que tu peux double-cliquer sur la partie systémie ? Qu'est-ce que tu entends par là ? La systémie considère que une relation est un système vivant et que c'est pas juste une interaction linéaire. C'est-à-dire que, par exemple, la systémie, l'idée c'est de se dire, voilà, si j'ai envie de prendre un caillou et de toucher ta montre avec, et que je jette le caillou, je suis en capacité de mesurer quel est l'écart entre ce que je voulais toucher et ce que j'ai finalement eu, et que je vais systématiquement régler mon tir pour qu'à un moment donné, je puisse toucher. La relation, c'est la même chose. À un moment donné, je te dis un truc, et si je n'obtiens pas ce que je veux, je vais changer mon comportement. Je calibre, je re-règle. Et en fait, on n'a pas l'impression qu'on fait ça tous les jours, mais et on se dit, moi, je suis comme ça, donc la planète entière est comme ça, et donc quand je fais un truc, je suis censé obtenir un truc. Et quand je n'obtiens pas ce truc, c'est ta faute. Et je change jamais ma façon. Et je ne change jamais ma façon. Et en fait, la systémie vient te dire, attends, tu fais un truc parce que tu me dis que l'autre fait ça, mais l'autre fait ça parce que toi, tu fais pas le bon truc aussi. Et en fait, il y a une circularité de l'information, il y a une homéostasie des systèmes, c'est-à-dire que toi, tu l'as déjà vu, tu as recruté des équipes, tu as monté des équipes. Quand tu fais arriver une nouvelle personne, ça règle l'homéostasie, l'équilibre et la systémie. Tu as des nouveaux jeux. Le système bouge. Tout bouge. Ouais. Et en fait, le système, il a juste envie de se restabiliser, de pouvoir s'adapter et de continuer à survivre. Et c'est comme ça que tu te retrouves avec des relations qui sont pourries, des relations qui sont toxiques, mais qui sont viables et sécuritaires. Parce qu'en fait, tant que je dis ça à mon parent et que je fais le con à l'école, mon parent me donne de l'attention. Et comme je n'ai de l'attention de lui que quand il m'engueule parce que j'ai eu de mauvais résultats, je vais continuer à avoir des mauvais résultats. Parce qu'en fait, mon parent, il récompense mon mauvais résultat. On nourrit le cercle. Et comme moi, j'ai de l'attention avec ça, je vais nourrir le cercle. Et en fait, la systémie est encore bien plus riche que ce que je t'explique là. Mais chez Incognita, on utilise énormément la systémie pour détricoter des problématiques qui sont absolument inextricables pour les gens. Et quand on vient leur dire que c'est cette ficelle qu'il faut tirer de manière absolument contre-intuitive et même chelou des fois, les gens nous regardent comme ça, on leur dit « s'il vous plaît, faites ça ». Ils débloquent le problème et ils se révèlent être magiques en fait. Ça veut dire que si tu prends deux associés dans une boîte qui tiennent toute la boîte et finalement la dynamique entre eux détermine beaucoup de choses et il y a toujours des cercles un peu vicieux dans les communications entre tout le monde, sauf si tu travailles dessus toute ta vie. Toi, tu arrives, tu analyses leur interaction et tu te rends compte que si tu bouges ça comme ça, par exemple, si tu ne me dis pas, si tu me dis plus un truc de cette manière-là, si tu changes juste cette communication-là, ça va se régler différemment. T'es arrivé à faire ça avec mais tous ça les me semble jours. être de la magie, ça. Mais tous les jours. Et ce qu'il y a de vicieux dans ce que tu expliques du cercle vicieux, c'est qu'un système
ne veut pas être déstabilisé. Donc, par exemple, si toi, t'en viens à te rendre compte que, en fait, à chaque fois que tu lui dis ça, ton associé, il réagit comme ça. Et que tu te dis, je vais changer mon fusil d'épaule, je vais changer d'attitude, lui, tu vas voir qu'il va essayer de te ramener à l'ancien fonctionnement, quitte à se radicaliser ou à augmenter la problématique pour que tu reviennes comme avant et que ça le resécurise. Mais si toi, tu maintiens ce comportement, au bout d'un moment, lui, il va bouger et il va venir répondre de là où tu voudrais. Tout le système aura bougé. En fait, ce Absolument. que tu dis de ouf, c'est que c'est même pas lui, il essaie de te ramener à l'avant. Inconsciemment. C'est même pas sa faute à lui, c'est le système qui est en train d'agir. C'est même pas lui, c'est le système, toi et lui. C'est ça. Et parce que vous êtes nourris longtemps comme ça, et donc lui, il veut te ramener à l'avant. Ouais. Et après, une fois que tu l'as insisté, ça, le système aura trouvé une nouvelle position d'équilibre et votre façon de communiquer aura... Il y a un truc encore plus ouf dans ce qu'on se dit, c'est que des fois, on a l'impression d'avoir fait 10 trucs différents. Et en fait, on appelle ça des tentatives de régulation en systémie. En fait, tu as fait exactement la même chose de manière différente. C'est-à-dire que, je sais pas, mon collaborateur, je suis obligé de vérifier systématiquement ce qu'il fait, sinon il sort que des merdes. Et donc, j'ai commencé par vérifier. Et puis après, j'ai arrêté de vérifier. Et je lui ai payé une formation avec un coach. Et ça n'a toujours pas marché. Donc, je l'ai convoqué dans mon bureau et je lui ai dit qu'il fallait qu'il sorte les trucs propres. Et ça ne marchait pas. Donc, j'ai mis en monitoring un ancien de l'équipe pour vérifier. En fait, j'ai l'impression d'avoir des choses différentes. En méta, j'ai fait exactement la même chose. Et en fait, c'est parce que je me dis qu'il fait des conneries. Je vérifie parce qu'il fait des conneries. En fait, il continue de faire des conneries parce que systématiquement, il sait que je vais vérifier. Il compte sur le fait que je vérifie, quoi. Le 180 degrés, c'est tu fais bien ou tu fais pas bien, j'arrête de vérifier. Mais par contre, si tu fais une connerie, tu vas toi assumer les conséquences. Et là, il va commencer à arrêter de faire des conneries. Les managers n'ont plus la possibilité de mettre des conséquences. On est en train un peu d'en sortir parce qu'à un moment donné, ce qui empêchait les dirigeants et les dirigeantes de dormir, c'est il faut que j'arrive à recruter des gens, à les garder. Il faut que j'ai une marque employeur. Les gens, ils démissionnent de tout, ils partent au moindre truc. Il faut que j'arrive à les garder. Et donc, pour les garder, il ne faut pas que je les engueule. Je leur donne du télétravail. Je suis souple, je suis cool. Et en fait, ça ne crée pas les environnements sécurisés et de l'assiduité. Et donc, on en est venu à ne plus appliquer de conséquences. Et en fait, le manque de conséquences fait que ça devient complètement anarchique et qu'on perd la main sur les équipes et que ça leur fait du mal aussi. Ok, ça veut dire que dans nos relations, il y a des relations où on ne met jamais de conséquences. C'est comme ton fils qui refait les mêmes conneries à chaque fois, s'il n'y a aucune conséquence parce que tu es incapable finalement de... Parce qu'il faut du courage pour imposer des conséquences. Eh oui. Est-ce qu'il y a des tests de comportement ou de personnalité que tu trouves plus pertinents que d'autres ou que toi tu recommandes? Tu sais, chez Incognita, on utilise 6 à 8 grilles de profilage, en fait. Parce que le constat, c'est ce qu'on faisait au GIGN, mais le GIGN s'est inspiré des mouvements thérapeutiques et des mouvements de profilage du monde du marché. Le truc, c'est se dire, quand tu es un marteau, tout est un clou. Et donc, si je n'apprends qu'une grille, je vais systématiquement... pour flatter mon ego et essayer de faire rentrer les gens dans des cases, m'arranger avec la réalité. Chez Incognita, on a fait exactement le contraire. On est allé chercher tout ce qui existait sur le marché. On a sélectionné un nombre de grilles qu'on estimait être pertinents pour différentes utilisations et qu'on pouvait pondérer et filtrer et interagir entre elles. C'est-à-dire que on considère que l'être humain est un petit peu comme un oignon avec différentes couches. Il y a des couches qui concernent qui tu es toi dans ta construction et ton profil de personnalité. Il y a des couches très externes qui concernent ce qui se passe là. Là, par exemple, tes accès oculaires sont partis dans ton passé. En même temps, tu fais oui avec la tête. En même temps, ton corps est en arrière et détendu. Mais si tu te grattais la joue, ça voudrait dire autre chose. Et tout ce qui est de l'ordre de ta gestuelle ne va raconter rien sur toi, mais ce qui se passe là dans notre interaction. Et au milieu, dans ta structure du langage, dans ta manière d'agir ou de proposer des stratégies de vie, ça va me raconter qu'est-ce que tu as mis en place toi comme système de défense ou comme action pour te protéger de certaines peurs ou pour reprendre le dessus et anticiper ton environnement. En fait, tous ces trucs-là, parfois, viennent se contredire, viennent se pondérer, créer des antagonismes. Et plutôt que de se dire « Ah ben non, ça marche pas » ou « Non, ça je vais l'écarter, ça m'intéresse pas », on est venu à se dire on va
multiplier les couches et les filtres pour donner de la richesse et de la profondeur au profil qu'on a en face de nous, en se disant, OK, ces 3 critères donneront plutôt ça, ces 4 critères donneront plutôt ça, donc la personne, elle va fonctionner comme ça. Et si tu la manages, il va falloir que tu te dises ou que tu fasses, que tu te dises pas ou que tu fasses ça. Si tu veux négocier avec elle, attention, parce que ces structures-là de personnalité, avec ces profils-là de structure de langage, faut pas faire ça, surtout, sinon tu vas leur faire péter les câbles ou ça te permet de les mettre sous pression. Et s'il y a tel gestuel, ça veut dire telle chose, et on va venir anticiper, voire prédire certains comportements et mettre à plat une stratégie de gestion des gens, en fait. Wow, mais ça veut dire, est-ce que ça implique que tu passes des tests, plusieurs tests aux différents participants de la crise? Absolument pas. Ah, c'est juste une lecture externe. C'est là où c'est magique, c'est que tu prends quelque chose comme le MBTI, oui, qui est ou le Big Five, Océan. ProcessCom. Voilà, ça c'est le Big Five, c'est le test de personnalité qui est le plus scientifique sur cette planète. Ah ouais. Dans la science molle de la psychologie, qui a été utilisé pour tous les recrutements de tous les trucs que tu vois sur cette planète, que ce soit des grands cadres de chez Total jusqu'à la gendarmerie et les militaires. Il y a toujours des psychologues qui se basent sur le Big Five pour ça. Ça demande à ce qu'il y ait un filtre qui est la personne qui réponde, et la personne, elle n'est pas tout le temps objective elle-même sur ce qu'elle répond. Les grilles qu'on a choisies, nous, c'est des grilles qu'on peut capter à la volée. Wow. Donc, soit pendant qu'on discute, soit dans ta structure du langage, soit dans ta gestuelle. Et en fonction de ce que je vais trouver en open source sur toi ou de ce que je vais glaner pendant notre discussion, ça va me donner des indices prédictifs que je vais pouvoir mettre dans ma matrice au fur et à mesure. Donc, soit j'ai le temps de les utiliser et je forme les gens ou j'établis la stratégie dans la négociation avec les gens, soit je l'utilise en direct pour influencer la personne ou pour lui faire passer certains messages. Ça veut dire que tu es capable de profiler sans faire passer de test. Ouais. Et c'est une précision que t'es satisfait de cette précision jusqu'ici? Oui. Alors Okay. là, les gens qui sont de la psychologie, de la médecine, qui vont nous regarder ou nous écouter, vont sauter au plafond et se dire qu'est-ce que c'est que ce truc magique de gourou qui n'est pas prouvé, machin. Nous, c'est juste le terrain. C'est-à-dire que quand j'étais au GIGN, on utilisait plusieurs grilles de profilage et on les testait sur le terrain. Et on avait un pourcentage de taux de réussite, de prédiction et de comportement qui était extrêmement haute. Ok. Ce qu'on utilise, ce que Anne utilisait dans son cabinet de thérapie lorsqu'elle suivait des gens et qu'on a croisé aujourd'hui et qu'on utilise dans du coaching, dans de l'accompagnement et dans nos formations, nous donne un ratio qui est tellement haut qu'on continue d'utiliser ça parce que c'est le terrain qui commande et pas du tout des études qui n'ont pas été menées, quoi. Là, tu nous as déjà profilé, quoi. En arrivant tout à l'heure, ouais. Mais déjà, avant de commencer. Absolument. Mais alors, j'ai pas tout. Je Oui. ne saurais jamais ce que vous pensez. Je ne saurais jamais ce que vous vous dites dans vos têtes. Il n'y a rien de magique. Mais en fait, c'est un peu... Le parallèle, c'est... tu as un technicien qui va faire de l'open source intelligence, qui va trouver des tas de trucs sur toi. Ben, moi, je le fais en UMINT, en Human Intelligence. Et ce que j'écoute, ce que je ressens, ce que je vois, ce que je calibre, ce que tu me dis, ce que je te pose comme question, la manière dont tu réponds et pas forcément le fond de ce que tu réponds, vont me donner au fur et à mesure tout un tas d'éléments qui vont me permettre de construire qui tu es et ensuite peut-être de me donner des facilités ou de l'objectivité à faire certains choix avec toi. C'est ce qu'on propose à nos stagiaires en formation. On leur dit, voilà, nous, on a une expérience terrain qui est immense et cumulée encore plus grande à nous deux. On en est venu à tester, à poncer des grilles, à écarter des grilles, à privilégier des grilles. Et aujourd'hui, on sait quel est le résultat et le taux de réussite de ces grilles-là dans ce qu'on fait pour aider les gens. On va partir à l'inverse. On va vous apprendre les grilles teintées de nos expériences avec des business cases. Et ça va être à vous de systématiquement les mettre en œuvre sur le terrain, les croiser, les pondérer pour à un moment donné acquérir notre capacité de prédiction et d'utilisation. Et Anne, quand tu parles de Anne, c'est ta compagne, on l'a peut-être pas présentée, mais qui est sur la partie plus psychologie, qui a un parcours de psychothérapie, c'est ça? Alors, elle vient du monde de la psychologie, elle a été formatrice en hypnose et en systémie pendant des années, elle a eu son cabinet pendant des années, elle a
aidé des milliers de gens en thérapie et en accompagnement, et elle a basculé en entreprise, et on a allié nos deux expertises, Oui, c'est ça. accompagnement, psychologie, systémie et crise et négociation pour qu'Incognita ait son ADN propre. Et ce qu'on a regardé avec Anthony, c'est que vous avez aussi cherché des formations dans des mondes un peu moins scientifiques, en tout cas selon la définition occidentale de scientifique, Tout à fait. dans le monde un peu chamanique, etc. T'en penses quoi ça, Là, on est dans le Guru Land. Absolument. Alors, on a eu tout testé. On a retenu des choses qui ne le sont pas. Aujourd'hui, on utilise des choses qui ont été étudiées, qui sont du monde de la psychologie, du profilage ou de certaines grilles d'interprétation. On connaît d'autres grilles qu'on n'insère pas à dessein dans nos cursus de formation parce qu'on estime que c'est un petit peu trop perché à notre goût. Mais voilà, c'est un choix très subjectif, mais qui est le retour du terrain et des résultats que ça nous donne en accompagnement. Et dans ces formations que vous avez suivies, vous êtes parti loin. Est-ce qu'il y a des choses spectaculaires que tu as vues ailleurs, dans des cultures très différentes, de l'ordre de la prédiction / de la compréhension de l'humain? Ouais, en fait, oui et non. J'ai envie de te dire, tu peux assister à des meetings de Tony Robbins où tu vois des gens complètement en transe marcher sur des braises. Tu vas avoir la même chose avec des substances en Mongolie. Et puis, tu vas avoir les mêmes choses en pseudo-discussion d'hypnose conversationnelle avec un pote qui s'est fait larguer par sa nana, qui va être pendant 5 minutes à t'écouter parler, le regard dans le vide, sans déglutir, et il ne se rend pas compte que lui est en état de transe hypnotique. Et c'est des trucs qu'on vit tous les jours. Donc, le degré d'état de conscience modifié qu'il faut pour arriver à convaincre quelqu'un, comment est-ce que tu arrives à créer ça au niveau de l'influence? J'ai vu plein de choses dans plein de milieux différents. Nous, on fait des choix plus rationnels chez Incognita où on fait de la pédagogie et de l'action et de l'appui opérationnel. Et on sait qu'on peut faire plus, mais on décide de rester dans des univers gérables, contrôlés. Oui. J'avais 2 questions. Tout à l'heure, hors antenne, tu nous disais que tu faisais du poker. Est-ce que tu es un adversaire relou au poker? Parce que si tu arrives à décrypter les gens comme ça, tu gagnes souvent ou pas? Alors, je suis assez nul au poker, ce qui fait énormément rire Anne. Je suis très bon pour comprendre, calibrer, voir ce qui se passe en termes de stabilité ou d'instabilité émotionnelle chez les joueurs autour de la table. Mais comme je ne fais pas l'effort de comprendre les statistiques, de compter, alors pas compter les cartes, mais d'avoir les ratios en tête de que vaut ma main en réalité au vu de ce qui vient de tomber. Oui, bien sûr. Je me fais assez vite bananer, là où je pense que si demain je commençais à vraiment me former sur la statistique, je commencerais à être un joueur intéressant. Et deuxième question, quand tu évoquais justement les techniques un peu prédictives, il y a un truc un peu spectaculaire que toi et Yann, je vous ai souvent vu utiliser, c'est la morphopsychologie. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est et peut-être faire une démo avec Rassem? Ouais, alors la morphopsychologie, c'est absolument pas scientifique, encore une fois. Corman, qui est son découvreur ou son créateur, part du principe que à l'état cellulaire, il y a 2 manières de fonctionner. Il y a soit des cellules qu'on va appeler en expansion large qui vont gloutonner leur environnement jusqu'à ce qu'elles soient assez grosses pour se diviser. Et puis, on a les cellules qui sont plutôt fines et longilignes, qui vont s'enrichir et se densifier de l'intérieur jusqu'à ce qu'elles soient assez riches et denses pour se diviser. Et en fait, dans le règne humain, animal et végétal, il y a ces 2 systèmes-là. On voit des animaux ou des végétaux qui sont plutôt dans l'expansion et d'autres plutôt dans la constriction. Et chez les êtres humains, on va pouvoir regarder le corps et le visage de la même manière. Et donc, ça va donner des dynamiques différentes en fonction des zones du visage et du profil des gens. Et donc, il y a une grille d'interprétation de la morphopsychologie qui peut donner de manière prédictive sur photo, simplement, des dynamiques émotionnelles, comportementales ou des réseaux d'influence à utiliser dans le langage et dans la manière de s'exprimer. Et donc, c'est ça, le courant morphopsychologique. Donc, on l'a testé, utilisé. On a vu à quel point ça pouvait être pertinent si c'était plutôt bien fait. Et si on vient le mélanger, le mixer, le confronter et l'amalgamer avec d'autres choses, ça peut devenir intéressant. Maintenant, il y a des façons de faire de la morphopsychologie.
Bien sûr, il faut être formé et ne pas prendre de raccourcis et ne pas se dire, comme dans certaines grilles, bah, tiens, j'ai vu ça de ton visage, mais je vais faire fi de tout le reste et pour me rassurer, je vais dire que tu es comme ça parce que j'ai vu ça. Et surtout, ce qui est intéressant dans ce courant-là, c'est de venir le confronter à toutes les autres grilles qui peuvent venir le pondérer aussi, quoi. Et tu l'utilises un peu, ça, toi, chez certains clients? Oui, alors je ne fais pas des portraits morphopsychologiques très précis, mais par contre, au même titre qu'un truc que tu aurais pu dire ou d'un truc que tu aurais pu faire, bah, j'ai certains aspects de ton morphotype qui vont me donner des dynamiques comportementales où je vais me dire attention à ça, ou tiens, tu peux jouer là-dessus aussi, quoi. Pour compléter, je rentre dans une pièce et tu es là, et je ne te connais pas. Oui. Et je vais me dire, bah tiens, déjà, lui, c'est un longiligne, donc il a plutôt une tendance à l'introversion et pas à l'extraversion. C'est-à-dire, c'est pas, tu peux être introverti au sens de je suis pas timide, en fait, je discute facilement avec les gens, mais où est-ce que je me ressource quand j'ai besoin d'énergie? L'extraverti va se ressourcer en allant boire un verre avec les autres parce qu'il branche sa prise de recharge à l'extérieur. L'introverti va brancher sa prise de recharge à l'intérieur. Elle va plutôt se couper du monde et faire un truc tout seul, écouter de la musique, ainsi de suite. Donc, on se retrouve à dire « Ah oui, toi, t'es introverti, mais je comprends pas, je suis pas timide. » Non, c'est pas ça, l'introversion. Oui. Donc, je me dirais plutôt que si je te vois, t'as une expansion cérébrale, donc t'as beaucoup d'appétence pour les idées, les concepts, les process, que t'as un modelé plutôt plat sur le côté, donc il y a de la rigueur de l'organisation chez toi. Tu as l'arc de Cupidon et le sillon abdo-nasal qui est assez développé, donc je vais me dire que tu as l'idée de l'esthétisme et du beau, donc tu aimes bien les belles choses, mais les beaux comportements, c'est pas seulement la beauté de quelqu'un, c'est les belles choses au sens avec un grand B. Oui. Je veux monter une belle boîte, je veux le faire de la belle manière, et ainsi de suite. La recherche de la beauté, quoi. C'est ça. Et en même temps, si je switch de grille et que je me dis, bah, tiens, comment t'es habillé, c'est quoi ta montre? Est-ce que tu es plutôt coordonné? Est-ce que quand je te parle, tu as tendance à te mettre en arrière? Ou est-ce que quand il y a des choses qui te touchent, tu vas te mettre en avant? Qu'est-ce que tu viens me questionner dans l'interview? Est-ce que tu viens chercher des valeurs? Est-ce que tu viens chercher de l'action? Est-ce que tu viens chercher du concept? Est-ce que tu viens chercher de la relation? Quand je te dis ça, tu viens de recroiser tes bras, ça veut dire autre chose là à l'instant T. Et en fait, je suis tout le temps en cinématique de me dire qu'est-ce que je fais tomber comme information à la Matrix qui vient changer l'algorithme de qui tu es, quel indice tu viens de me donner de toi que je dois prendre en considération pour me dire alors arrête de faire ça, arrête de dire ça, insiste plutôt là-dessus, parle-lui de ça, ça va l'intéresser et je suis tout le temps en recherche permanente d'avoir des infos sur qui est en face de moi pour essayer de l'amener là où j'ai envie de l'emmener. Donc ça veut dire que quand tu as ça, l'utilisation de ça, c'est si je veux obtenir une collaboration avec lui, je dois aller dans ce sens-là. Si je veux le stopper, c'est comme ça. Si je veux pas le stresser, c'est ça. Je dois éviter ceci, cela. Qu'est-ce qu'on doit faire ensemble? Est-ce que je dois te shooter parce que je suis ton N+1 et que tu as fait une connerie? Est-ce que je dois négocier un partenariat parce que j'ai envie de travailler avec toi? Est-ce que je dois te vendre un produit que tu veux pas acheter? Est-ce que Et donc ça va influencer sur ta forme. Oui, plus je te connais et moins j'ai de chances de faire de boulettes et plus j'ai de chances de faire en sorte que ça se passe bien entre nous quoi qu'il arrive. Et ça te sert aussi quand tu coaches des dynamiques d'équipe parce que tu te donnes des grilles de lecture à X et Y pour savoir changer la dynamique. Il y a deux niveaux. Il y a, on va faire un peu d'inception là. Vas-y. Il y a plusieurs niveaux. La personne, elle vient nous demander un service pour régler un problème. Mais on va se demander qu'est-ce qui fait à l'intérieur d'elle et qui elle est que déjà le problème est un problème pour elle ou qu'elle participe déjà au problème. Et des fois, la personne, elle vient nous dire on a un problème, elle nous explique tout, on s'aperçoit que c'est elle le problème, et on va faire semblant de régler le problème à l'extérieur pour lui faire régler son problème à elle. Premier niveau de... Donne un exemple de ça. Par exemple, une personne a un profil très rigide, très dominant, avec beaucoup d'impulsivité et avec une fragilité, une sensibilité émotionnelle historique avec les autres fondateurs et associés parce qu'il y a eu des trahisons qui n'ont pas été bien vécues ou en tout cas qui ont été interceptées comme ça, interprétées comme ça, pardon. Oui. La personne, elle nous dit il y a un problème, les gens ne veulent pas changer et on s'aperçoit au fur et à mesure que on va lui faire croire qu'on va changer les gens
Et donc, on va faire une intervention placebo pour utiliser ce qu'on appelle des techniques d'homme de paille, où on va lui donner en exemple d'autres situations dans lesquelles les gens ont eu ces problématiques pour qu'elle se rende compte au bout d'un moment que mais en fait c'est moi qui ai un problème d'elle-même et qu'elle se dise oui ben merci d'avoir géré la problématique et qu'elle décide de changer parce qu'elle a décidé qu'on était assez légitime pour lui avoir montré quelque chose. Waouh, ça arrive souvent j'imagine parce que souvent c'est notre job de quasiment tous les jours quoi. Wow, ok. Donc on agit à plusieurs niveaux. Soit on profile les gens entre eux en leur disant ben voilà qui vous êtes selon nous. Et ça déjà ça permet de maintenir la problématique. Ou on va faire le focus sur une personne qui bloque dans une équipe et on va donner la solution aux autres autour pour essayer de faire en sorte d'arriver à mieux la gérer. C'est vrai que peut-être pour ceux qui nous entendent ou nous écoutent, ils n'ont pas forcément été dans une dynamique de founder encore. Donc ils n'arrivent pas forcément à se projeter sur à quel point ça peut être crucial pour une boîte que les associés qui décident tous les jours de ce que fait la boîte doivent fonctionner ensemble. C'est comme peut-être une équipe de sport où le numéro 10 et le numéro 9 ne peuvent pas s'entendre. Bah, c'est très dur de marquer. Tout à fait. Ou dans un couple, c'est peut-être ce qui concerne tout le monde. Le couple peut être complètement défoncé de l'intérieur juste par l'action de l'un et de l'autre. Et puis il y a du passif. Hein. Ouais, et c'est la même, peut-être le parallèle, c'est qu'il y a souvent une grosse accumulation du passé qui nous contrôle tous les jours. En fait, on est contrôlé par ce qui s'est passé il y a longtemps qu'on n'a pas digéré, etc. Et sans le sentir, toutes les actions quotidiennes, les petits mots qu'on balance, sont contrôlés par ça, quoi. Par exemple, on organise chez Incognita des week-ends de profilage en couple. On dit aux gens, venez, on va vous apprendre à vous connaître, à vous profiler. Le premier truc qu'on leur apprend et sur lesquels ils sont sur le cul, on leur dit, vous avez beau avoir 10 000 disputes différentes, vous avez toujours le même pattern de disputes. On va venir décortiquer vos disputes et vous allez voir que vous avez systématiquement la même séquence de disputes du début à la fin. Et les gens sont complètement scotchés de se dire, mais en fait, j'avais l'impression qu'on se prenait la tête pour différents trucs. Mais en vrai, en méta, on a toujours la même structure de dispute, quoi. Sans les voir se disputer. Sans les voir se disputer, ils nous expliquent les disputes et nous, on vient analyser leur structure de dispute. Et une fois qu'ils ont compris ça et qu'ils viennent reconnaître quel est le problème bloquant au-dessus, ils arrêtent de se prendre la tête pour les mêmes trucs et moins violemment, quoi. Par exemple, si je te dis, on rentre de soirée, on est en couple et tu me dis pourquoi est-ce que tu as dit ça devant ces gens-là, je vais te dire, je comprends pas, c'est quoi le problème ? Je dis, c'est un problème que tu vois pas le problème, tu vois. Il dit, ouais, mais c'est bon, arrête de me parler comme ça, on dirait ma mère. Mais en fait, le truc, c'est en méta, la dispute est tout le temps, mais ça... Pour les poubelles, les gosses ou autre chose. La vaisselle. En méta, la structure de ce qu'il va y avoir, c'est tu n'es pas assez empathique, tu ne m'écoutes pas, tu ne me reconnais pas. La deuxième réponse, c'est tu m'infantilises, je ne veux pas avoir cette position-là dissymétrique avec toi. Et en fait, le pattern de 2, 3, 4 mouvements, t'as beau mettre 10 disputes de 10 trucs différents, c'est toujours la même structure de dispute. Et ça, quand les gens comprennent ça dans leur couple, c'est déclic. Pareil, finalement, pour une boîte, beaucoup en tout cas, sauf si un des fondeurs part, et souvent, il y a des départs de fondateurs, c'est très, très récurrent. Et puis, quand tu fais une levée de fonds ou que quand tu vends ta boîte, tu fais du run-out ou tu es obligé de rester, les gens le savent. Si les fondateurs partent, ça peut se casser la gueule. Et donc, la santé relationnelle, émotionnelle des fondateurs est absolument primordiale et c'est un truc dont il faut prendre soin absolument. On est souvent dans des tunnels de boulot, de croissance, de difficultés momentanées financières de trésorerie. On ne prend pas assez soin de la manière dont fonctionnent de manière hygiénique les fondateurs. Ok, et donc ça, dans l'activité, tu interviens sur quel type de structure ? Parce que ça concerne tout type de boîte, en vrai. Un CAC 40 de toute façon, nos clients, nous, c'est ceux qui ont des cerveaux, qui ont des entreprises, donc c'est assez large. Alors, CAC 40, on n'y va pas trop parce que ils ont déjà des grosses structures et souvent, ils font appel à des cabinets avec des grands noms et ils ne nous connaissent pas dans notre proposition de valeur. Donc, on a plutôt des PME jusqu'aux ETI. C'est plutôt notre cible. Ils nous appellent parce qu'ils en sont à un moment de vendre ou ils en sont à un moment de plus parler ou ils veulent restructurer et changer complètement la physionomie de la boîte. Et à chaque fois qu'il y a un mouvement du système qui est mal vécu parce qu'ils n'ont pas réussi à l'initier ou que ça résiste, en général, ils nous appellent pour qu'on les aide à détricoter ça. Ouais, en général, c'est déjà
crise, quoi. C'est une situation déjà un peu avancée, même trop tard parce que parfois. quand ça va bien, les gens ne nous appellent pas et c'est plutôt cool, en fait, c'est normal. Tant c'est que tu arrives à t'en bien sortir. Ou pas bien. En général, c'est zone grise, tu sais. Il y a des trucs qui fonctionnent très bien et puis d'autres qui fatiguent. Parce que moi, ce que je vois du résultat de ce dysfonctionnement, si c'est pas hyper critique et c'est la fin et c'est le divorce, si c'est juste entre deux, c'est que ça pompe énormément d'énergie. Chaque moment de mini-crise fatigue tout le monde et souvent pour rien. Alors ça, c'est les cas des primo-fondateurs. Mais quand tu as déjà monté 2-3 boîtes, voire que tu en as planté certaines, en général, tu te fais pas réavoir à ça. Et quand tu sens que ça commence à vriller ou gripper, soit tu prends les bonnes décisions de t'écarter, de déléguer, de diluer, de faire rentrer, soit effectivement tu fais appel à des spécialistes en disant là, il y a un problème que je ne sais pas régler. Je vois bien le problème et j'ai envie de maintenir cette situation, mais d'une autre manière. Et là, ils font appel à nous. On l'oublie souvent, mais en fait, le GIGN, c'est de la fonction publique. Ouais. Comment vous êtes passé justement de la fonction publique à l'entrepreneuriat et toi, comment tu as appréhendé justement tout cet univers des affaires, du business? Parce que typiquement, nos clients n'ont pas changé. Nos clients, c'est des êtres humains. Et donc, moi, je les avais en crise dans certaines dynamiques vraiment extrêmes. Anne, elle les avait en crise dans des dynamiques émotionnelles, psychologiques, des fois complètement nécrosées, délétères. Elle a déjà eu des gens qui sont rentrés dans son cabinet en lui disant « Si vous n'arrivez pas à m'aider, je me fous en l'air de toute façon. » Et puis, on est passé de ça à des gens qui avaient des problèmes relationnels entre eux, avec des profils de personnalité et des interactions pas efficaces. Et en fait, on n'a pas changé grand-chose. Le seul truc qu'on a appris, c'est quelles sont les règles du jeu dans ce monde-là. C'est quoi un EBITDA, c'est quoi une LOI, c'est quoi un M&A, c'est quoi une valo, c'est quoi une croissance. En fait, le seul truc qu'on a appris, c'est comment est-ce que tu te déguises dans ton sport et c'est quoi les règles de ton sport. Parce qu'en vrai, l'être humain, il reste toujours le même. Et qu'est-ce qui te fait le plus kiffer aujourd'hui chez Incognita? Typiquement, j'aime bien la formation, le partage, et on a la chance chez Incognita d'avoir une typologie de stagiaires de qualité. Effectivement, on n'est pas très bon marché et on a affaire à beaucoup des dirigeants, des fondateurs, des gens qui ont un haut niveau de responsabilité. Donc, on est toujours dans des échanges de problématiques très intéressantes. J'aime bien aussi les séminaires et les conférences parce que ça me permet d'échanger et de partager sur les expériences. Mais mon vrai kiff aujourd'hui, c'est l'appui opérationnel, les missions. Voilà, ça m'est déjà arrivé d'aller dans un pays étranger, dans un entrepôt logistique d'un client pour discuter avec la mafia, typiquement par des raisons de pression et de débrayage. Voilà, ça m'est arrivé de mandater des opérateurs de l'entreprise pour faire des filatures dans la rue, trouver des négociations sur des escroqueries. Je garde une notion grise de trucs qui ne sont pas pour les forces de l'ordre où il n'y a pas déjà des dépôts de plainte. Entre la finance, la pression, je garde l'appui opérationnel comme étant à ma charge et je forme des opératrices et des opérateurs pour faire ça. Il y a des enjeux qui peuvent être des fois très compliqués pour les gens qui nous mandatent et ça me garde un peu vivant. Et tu parles de psychologie aussi, donc là c'est l'aspect opérationnel et chez toi tu combines les deux. Tu disais que c'était très dur de ceux qui viennent du terrain, les former vers la psychologie, c'était plus dur que l'inverse, partir de la psychologie. Et finalement, beaucoup de gens, beaucoup de préparateurs mentaux, parce que tu as fait aussi de la préparation mentale pour sportifs de haut niveau et pour chefs d'entreprise, beaucoup vont s'appuyer principalement sur les outils qu'on a, principalement la respiration, l'auto-hypnose, etc., sans rentrer dans des trucs très profonds qui sont tes croyances, ce que tu as vécu comme trauma, tes psychologies. Tu as vu, toi, beaucoup de situations où si tu ne rentres pas dans l'aspect psychologique, donc profond, ça va bloquer la performance finalement de cette personne sportive ou économique. Oui, t'as que 5 trucs à travailler si tu veux être à 100% de ton mental. C'est ta motivation. Pourquoi est-ce que tu fais des trucs? Pourquoi est-ce que tu te lèves le matin? Pourquoi est-ce que tu fais ou tu fais pas ce truc-là? La deuxième, c'est ta capacité de concentration et ta capacité de rester le moins longtemps possible déconcentré. Le troisième, c'est la capacité à gérer tes émotions. Comment est-ce que tu gères ta colère, ta tristesse, ta frustration, et ainsi de suite, dans des moments forts comme dans des moments faibles. Et le quatrième, c'est quel est ton niveau de confiance en toi et d'estime de toi? Qu'est-ce que tu penses être capable de faire et qui tu penses être
sur cette planète assez légitime pour te lancer dans certains objectifs. Ces 4 piliers-là, ils sont posés sur une fondation qui doit être saine et solide, qui est la gestion de tes traumatismes, mais de tes mauvaises expériences de vie. Et ça doit être nettoyé. Moi, ça m'est déjà arrivé de travailler avec des sportifs qui étaient jusqu'aux Jeux Olympiques, qui n'avaient rien de tout ça comme problème et qui n'arrivaient toujours pas à atteindre la performance ultime. On est allé gérer le traumatisme de quand tu avais 15 ans. 3 séances, pleurer à chaudes larmes et reswitcher, remettre la matrice à 0 et terminer, on débloque tout, quoi. Et puis, il y a des gens qui sont stables là-dessus, qui ont nettoyé ou qui ont vidé leur sac à dos émotionnel de vie et qui ont un problème de concentration ou un problème de légitimité. Et cela, on vient les aider à cet endroit-là. Mais donc, je veux dire que ces 4-là sont un peu moins profonds que l'aspect psychologie, vécu, trauma, etc. Les gens ne sont pas du tout conscients de l'importance de nettoyer ces expériences passées parce qu'ils se disent « j'ai rien de lourd que je porte », en fait, tu vois. Ouais. Alors, le traumatisme, c'est un terme qui est très codifié. Oui. C'est un terme psychiatrique, c'est confrontation à sa propre mort ou à la mort de quelqu'un. Okay. Aujourd'hui, c'est galvaudé, tout le monde dit « je suis traumatisé de ci, je suis traumatisé de ça ». Bon, prenons le mot trauma comme une mauvaise expérience. Il y a deux marqueurs qui doivent t'alerter. C'est est-ce que ce truc-là me fait souffrir quotidiennement, hebdomadairement, ou est-ce que ça m'empêche ou ça me gêne pour faire vivre des choses dans mon comportement. Je prends pas l'avion, je bois pas des boissons de couleur blanche. Voilà. Est-ce que j'ai dû modifier mon comportement, voire toute ma vie, autour de ce truc-là qui me pose un problème? Et le deuxième truc, c'est quand je pense à cet événement, est-ce que j'ai une émotion qui est débordante et incontrôlée? Typiquement, est-ce que quand je pense à ce truc-là, 7 ans après, j'ai les larmes encore qui viennent et je peux pas... Ou j'évite d'y penser aussi. Ou j'ai je veux pas en parler. Des habitudes comportementales d'évitement qui font que j'ai réorganisé ma vie autour de ce truc-là. Bon, si tu as ces deux marqueurs, c'est un truc qu'il faut travailler. Ou alors tu acceptes de porter ce truc-là, mais tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire garder ton doudou trauma et être 100% et être à 100% à d'autres endroits. En fait, un traumatisme, il est lié à ta maturité émotionnelle au moment du vécu. Il est lié à l'importance du truc, parce que tu as beau être un adulte, quand tu regardes des avions s'écraser dans World Trade Center, tu es complètement sidéré et ça te dépasse. Donc, il y a ce facteur-là. Et le deuxième facteur, c'est est-ce que tu as eu l'occasion et la possibilité de décharger l'émotion qui est montée en charge? Et en fait, quand tu ne fais pas la décharge émotionnelle, ta charge va se reprendre et va te reproposer de faire une décharge émotionnelle. Via des rêves, via des rêves, via des cauchemars ou via une séance avec un thérapeute, de l'EMDR ou des... Il y a Elle va essayer de refaire surface. Technique pour rappeler l'événement, rappeler l'émotion et lui laisser la possibilité d'être déchargé. Quand tu bloques systématiquement une décharge émotionnelle, à un moment donné, ce truc-là va se déplacer et va venir te proposer des charges à d'autres endroits. Typiquement, j'ai failli me faire écraser par une bagnole en traversant le trottoir. J'ai pas voulu pleurer ou m'énerver parce que je suis un mec et que dans cette famille, les mecs, ils pleurent pas. Et que voilà, j'ai tout un tas de pleurer. Voilà, tout un tas de conneries et de croyances qui m'ont été inculquées durant mon éducation. Et que, au bout d'un moment, comme je prends pas la décharge, dès que j'entends un bruit de voiture, je prends la charge. Et puis à un moment donné, même quand je les vois à la télé, je prends la charge. Et puis ça va se déplacer à d'autres endroits et cette émotion que j'ai pas déchargée va devenir un sentiment. Et ça va s'installer et prendre de la place et m'empêcher de dormir, me couper l'appétit et commencer à prendre un truc qui n'est pas du tout prédictible psychologiquement de où est-ce que le trauma vient prendre de la place. Et comment justement, quand elle grossit à la tentaculaire comme ça et elle va s'exprimer différemment, le lien est très dur il devient dur à établir. Ah là, c'est une vraie séance de coaching par contre. Il faut venir, faut venir mettre les mains un peu là-dedans et puis essayer de comprendre, de remonter l'élément déclenchant pour qu'à un moment donné, tu aies une émotion qui pop-up et tu te dises il y a un truc à creuser et on va travailler ça et si on fait bouger ça, est-ce que ça fait bouger le reste? Alors, c'est plus compliqué. Ouais, c'est plus compliqué. Truc très marrant, ChatGPT en 2025. Ouais. Donc pas en 2024, mais en 2025 en particulier. Le cas d'usage numéro 1, psychothérapie. Les gens parlent à ChatGPT parce qu'ils n'osent pas forcément aller parler avec un vrai thérapeute, etc. Ils ne te jugent pas, ChatGPT. C'est ça.
Pour l'instant. Sauf si tu lui demandes de le faire quand tu le prépares. Sauf si tu lui Il demandes. faudrait que tu sois hyper incisif et que tu me mettes des shoots et il va te le faire. Ouais, alors surtout, en plus, alors pour moi, l'intelligence, la capacité et la puissance de l'intelligence artificielle, moi j'aime bien appeler ça l'intelligence augmentée. Oui. Parce qu'en fait, c'est codé par des humains, donc, et c'est à destination des humains, donc c'est pas juste un robot. C'est aussi puissant que la capacité des gens à établir des prompts. C'est-à-dire que là, moi, je voudrais discuter avec mon chat GPT, je lui dirais « Tu es spécialiste de tel courant, tu as appris ça à l'université », je lui donnerai tout un tas de choses, et ensuite, je commencerai à discuter avec lui, et là, ça commencera à devenir vraiment intéressant. Au max. Dans ton prompt, il faut que tu donnes... Il y a des structures de prompt, hein, Oui, mais déjà, donner un rôle, un background et un objectif Ça change son comportement. à ton IA, Oui. ça change son comportement, ça change la pertinence, la complétude C'est vrai. et les fusibles de no-go sur ce qu'elle va te répondre. Et tu peux avoir des vraies discussions canon avec ton Oui. IA. Clairement. Et d'ailleurs, j'utilise moi en parlant en voice, parfois quand j'ai un trajet à faire, au lieu d'appeler un pote parfois, parce qu'ils sont occupés, je vais parler avec, et en fait la conversation fait que c'est encore plus naturel, ça te donne envie de creuser un sujet, et au lieu d'aller faire le Wikipédia, le truc, le machin, tu peux creuser en conversant, en fait, c'est assez magique, quoi. Mais c'est surtout que tu peux lui poser des questions et il va te faire gagner un temps tellement fou qu'il va aller chercher des choses à des endroits où tu sais même pas aller les chercher. Non, toi. c'est clair, c'est clair. Donc c'est très efficace. Donc en fait, tu disais, il y a le parti profonde de vider son sac. Ça, je pense que tout le monde doit le faire pour sa propre vie, même si tu veux pas performer à 100%. Il n'y a rien qu'avoir un confort de vie, de bien dormir, ne pas se fighter pour rien, tu sais même pas pourquoi tu te fights, etc. Ensuite, redis sur les 4, qu'est-ce qui... Ouais. Donne-nous des exemples sur les 4 peut-être. En fait, cette méthode-là que j'ai inventée, je l'ai tirée du terrain. Quand j'ai commencé à faire de la préparation mentale, j'ai commencé à coacher des gens. Et en fait, je notais sur des fiches qui ils étaient, c'était quoi l'élément déclenchant, quel était leur profil de personnalité, qu'est-ce qu'ils m'avaient demandé de régler comme problème et comment est-ce que je réglais le problème, avec quel protocole ou avec quelle technique. Et au bout d'un moment, j'ai eu l'impression qu'il y avait plein de trucs qui revenaient de manière systématique. Et donc avec Anne, à l'époque, j'ai pris plusieurs classeurs, j'avais des centaines de séances notées, et on a fait des statistiques pendant toute une soirée. Et c'est là que je me suis aperçu que, quel que soit le sexe, l'âge, le sport, collectif, individuel, amateur, professionnel, les gens demandaient toujours ces 4 trucs de qu'est-ce qui me motive, pourquoi est-ce que je fais les choses, pourquoi est-ce que je fais pas les choses, pourquoi est-ce que j'arrive plus à trouver l'appétence et la ténacité pour faire les choses. Je ne m'amuse plus, ça ne correspond plus à mes valeurs. Je ne trouve pas la force psychologique, mentale ou physique d'aller jusqu'au bout de mes objectifs. Et là, tu leur dis de changer ou de trouver d'autres motivations? En fait, on vient chercher qu'est-ce qui tue la motivation ou qu'est-ce qui manque pour créer la motivation. Ensuite, la deuxième chose, c'est la concentration. Qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à me concentrer sur des tâches? Est-ce que je m'en demande trop? Est-ce que c'est impossible? Est-ce que juste en vrai, la tâche, elle est trop chiante et qu'il faut que je la pète en 10 tâches? Oui. Qu'est-ce qui fait que je n'accepte plus d'être déconcentré alors que c'est un mécanisme de relâche naturel et que plutôt que d'être tout le temps concentré, il faut que j'accepte d'être déconcentré et cool tout le temps pour être vraiment concentré à certains endroits. C'est un gros thème, la concentration. Il y a un mécanisme d'accepter la déconcentration pour revenir dans le flow de concentration. Ensuite, il y a le management des émotions. Est-ce que je suis à l'aise avec ça? Est-ce qu'il y en a certaines que je n'ai pas, comme un trou dans la raquette que je ne manifeste pas? Est-ce qu'il y en a que je bloque? Est-ce qu'il y en a que j'ai trop? Et donc là, on va rééquilibrer un petit peu le flow des émotions pour qu'elles aient un truc acceptable à certains endroits. Et en quoi c'est bloquant de ne pas avoir beaucoup d'émotions? Une émotion que je n'ai pas beaucoup par rapport aux autres, en quoi ça me bloque? Par exemple, si tu es un pilote de Formule 1 et que tu as une absence de peur totale, peut-être au 3e virage, à 340 km/h au lieu de 322 km/h, tu vas te tuer. Et donc, j'ai bossé avec des gens qui faisaient de la descente de VTT, de montagne, et ainsi de suite, qui devaient être rapides dans la prise de décision et être concentrés et avoir la peur au bon niveau, suffisamment minimale, mais existante quand même, parce que sinon, ils se seraient tués, quoi. Et enfin, la confiance et l'estime de moi. Qu'est-ce qu'on m'a raconté de moi? Qu'est-ce que je me raconte de moi? Et à quel endroit est-ce que ça me limite ou ça me permet de faire des choses? Et donc ça, j'ai développé tout un tas de techniques. À une époque, j'ai participé à l'élaboration d'une application aussi, dans laquelle j'ai écrit toutes ces séances thérapeutiques, conversationnelles, où les gens écoutent
dans cette application des choses pour travailler sur la concentration, la motivation. Tout ça avec un masque de fait que je puisse mettre mon cerveau à la portée de tout le monde pour que la préparation mentale puisse avoir un coût baissé et que tout le monde puisse faire ça. Et on s'est aperçu que la cible qui était des sportifs, la cible principale, c'était pas des sportifs, c'était des dirigeants et des étudiants. Des gens qui avaient besoin d'être dans la performance. Eux n'ont pas de préparateur mental en général. Ben non, tu es dans ton Master 2, tu n'as pas de préparateur mental. Tu es fondateur, tu n'as pas de préparateur mental. Au mieux, tu as un coach, mais il ne fait pas forcément tout ça. Il t'apprend des process ou de la communication. Et c'est comme ça que j'ai découvert et inventé cette méthode et qu'aujourd'hui, on la propose toujours dans les coachings. Tu devrais le mettre en prompt, ce truc-là, et permettre de le faire par IA, peut-être. C'est un bon projet, ça. Hein. Parce qu'en fait, souvent, les projets IA qui marchent, c'est ceux où il y a un savoir-faire privé qui n'est pas disponible en ligne, qu'on n'a pas bouffé, et que toi, tu lui fais bouffer, mais les gens n'ont pas accès. Ils ont accès plutôt à l'intelligence, mais pas au brut, tu vois. Tout à fait. Donc, c'est un bon projet, ça. Anthony parlait tout à l'heure de cohésion d'équipe. C'est vrai qu'une partie de tes activités, c'est créer cette cohésion par des activités assez spéciales qui ne sont pas celles qu'on a l'habitude de voir. C'est quoi, tu peux en dire un peu plus ? Ouais, alors on a une punchline sur notre landing page Impulsion chez Incognita où on dit si vous hésitez entre nous et du karting, ne venez pas chez nous. C'est un peu provocateur, mais l'idée c'est de se dire il y a différentes manières de créer de la cohésion. La cohésion amicale, joviale, elle est intéressante, mais c'est pas celle dont on va avoir besoin pour faire face à la crise et aux multiples merdes que tu peux avoir dans ton entreprise. Là, c'est de la cohésion on se serre les coudes quand on est dans la difficulté. Faire un barbecue, aller voir un spectacle ou c'est bien, c'est cool, mais ça, c'est pas ce qui va faire que on va se serrer les coudes et traverser la difficulté quitte à se pourrir la gueule quand ça va mal aller. Est-ce que quand on a vécu du coup une difficulté ensemble et qu'on a traversé ensemble une difficulté, qu'est-ce qui fait que ça nous soude autant ? C'est vrai qu'on a tous vécu certains moments hyper durs, ça crée un lien indestructible. Ouais. Parce que, alors c'est Jean-Paul Sartre qui disait les passagers d'un bus ne sont pas une équipe, mais si le bus tombe en panne, potentiellement ils peuvent le devenir. Comme dans Lost, tu sais, la série Lost. Ouais, absolument. Ben, c'est exactement ça. Ben, l'idée, c'est de se dire potentiellement, la difficulté qu'on est en train de traverser, on est tous et toutes dedans. Potentiellement, en ayant une adjonction une addition de nos potentiels et de nos skills, on va réussir à la traverser. Et en plus, ça crée un objectif commun duquel potentiellement on est interdépendant. Et donc, c'est tous les process de l'agogé spartiate jusqu'au test des forces spéciales, c'est de se dire, on vous met dans une merde pas possible et vous allez la traverser ou pas. Mais si vous la traversez, ce sera ensemble. Et vous allez être en reconnaissance et en dette des uns envers les autres et de vos capacités à interagir, à être interdépendants et plus forts à plusieurs. Et c'est pour ça que chez Incognita, on propose du brancardage de blessés pour les CODIR et les COMEX. On leur propose pas de faire cuire des merguez, alors des fois c'est le cas après, mais on leur dit pendant 3-4 heures, vous allez manger votre glace comme vous l'avez jamais mangé, et je vous garantis que c'est un laboratoire immense de révélation de potentiel, parce que dans 4 heures, vous saurez qui sont en capacité de l'idée vraiment, qui sont les gens qui ont une ténacité de malade, qui sont des sponsors dans l'équipe, quelles ressources est-ce que vous avez à disposition dont vous imaginez même pas la potentialité. Et en fait, au bout de 4 heures, déjà, ils ont vécu un truc de ouf, ils sont archi contents, on leur fait du profilage et ils sont en capacité de se dire, si demain ça merde dans la boîte, on sait avec qui on part au carton. Tu leur fais signer des décharges de responsabilité. Absolument. Énorme. Alors, ne vous faites pas une image de fou de ce truc-là. C'est adapté à tous les physiques potentiels. C'est-à-dire que, hormis si vous avez une contre-indication médicale, un genou, une hanche, un problème de dos, un cœur, ou des problèmes cardiaques, cette session qui est inspirée des forces spéciales, qui s'appelle le footing débile à la base, c'est fait chez les SAS, c'est fait dans toutes les forces spéciales françaises. C'est adapté aux gens parce que les instructeurs vont adapter la durée, la difficulté au niveau de l'équipe. Et donc l'idée, c'est de mettre l'équipe en difficulté de manière subjective et intrinsèque. Elle sort de sa zone de confort. Elle va sortir de sa zone de confort et des fois, il faut la pousser plus ou moins longtemps, plus ou moins violemment
pour qu'ils en viennent à se rendre compte que, comme les gens qui nous écoutent et qui nous regardent font du footing, à un moment donné, on a un deuxième souffle. Eh ben, en équipe, à un moment donné, on a un deuxième souffle. Et concrètement, c'est quoi alors? Comment ça se passe? Décris-nous le déroulé du truc. On a toujours une phase de rire, où les gens se disent en moitié « Putain, mais qu'est-ce que je fous là ?» ou « Ah ben non, c'est cool, ça va être fun. » Et puis on a une deuxième phase de « Putain, lui vraiment, il nous fait chier. Qu'est-ce que je fais là Qu'est-ce que je fais là, mais négativement cette fois-ci. » C'est ça, et puis je vais commencer à attaquer les autres, je vais commencer à attaquer l'instructeur, je vais commencer à attaquer le système, je vais commencer à m'attaquer moi aussi de « Ah non, je me sens pas, j'ai pas machin. » Et puis, il y a une phase où, malgré tout ce qu'on râle, malgré tout ce qu'on vit qui est difficile, on en vient à lâcher le morceau et se dire « Bon, je sais pas combien de temps ça va durer, je sais pas à quel point ça va être dur, j'accepte. J'accepte de me faire passer derrière le groupe, j'accepte de vivre ce truc-là pour les autres et les alléger. » Et en fait, dès que ça passe ce deuxième souffle, il n'y a plus besoin de faire durer très longtemps le truc. On a eu ce qu'on voulait, les gens sont en capacité de se rendre compte qu'ils peuvent traverser un truc qu'ils ne pensaient pas traversable et qu'ils peuvent compter les uns sur les autres. Et ils doivent collaborer dans cette activité. Il faut communiquer, collaborer. De toute façon, on leur dit tout ce que vous allez faire avec votre tête, vous n'allez pas le faire avec vos jambes et vos bras. C'est à vous de choisir. Ah ouais, ok. Et ça dure? Ça dure entre 2 et 8 heures. 8 heures, parce que parfois les gens sont tellement... Non, le mandat, c'est on veut ça, et puis on a tel temps, donc ça nous est arrivé de le faire 2 jours, ça nous est arrivé de le faire 2 nuits, ça nous est arrivé de le faire dans l'eau, l'hiver, l'été. Ah ouais. Et ça dépend des objectifs et de la physionomie des gens qui nous emploient pour faire révéler ce potentiel-là. Moi, j'ai envie de parler 2 secondes de sécurité, parce que c'est un domaine qui, vu l'actualité, donc tu la vois mieux que nous, l'actualité, parce que tu sais combien il y a des enlèvements, des demandes de rançon. Il y a de la cybersécurité aussi aujourd'hui qui est importante. Les ransomware. Sur lesquels on intervient beaucoup chez Incognita. Justement. Et en fait, je sais que beaucoup aussi d'influenceurs et d'influenceuses se font voler leur compte. Ils viennent te voir, mais... et ça explose. Et en fait, ce qui me fascine, c'est que quand tu prends un selfie aujourd'hui dans un endroit pour show off, les gens peuvent reconnaître le lieu, même quand c'est à l'intérieur. La dernière fois, je parlais avec un créateur de contenu, il disait qu'il a pris un truc d'un intérieur d'un hôtel, donc tu pouvais pas normalement savoir quelle enseigne c'est. Et il y avait des fans qui sont venus demander au portier de rentrer dans le... Oui, parce que tu as des applications de recherche d'images inversées en open source intelligence qui te donnent directement la localisation. Donc aujourd'hui, prendre un selfie, c'est quasiment révéler où tu es en fait. S'il y a le background bien visible. Mais il faut continuer à prendre des selfies, mais il faut les poster en décalé quand tu lui es plus. Oui, en décalé. Et du coup, aujourd'hui, ça explose. Tu m'as dit que vous aviez un peu anticipé cette montée de crise sociétale. Là, les enlèvements sur la crypto et tout ça, on l'avait vu arriver. Ouais. Et pourquoi la crypto? Parce que moi, je me dis, c'est hyper tracé, la crypto. Donc les mecs, est-ce qu'ils ignorent que c'est hyper tracé? Ou juste, ils pensent qu'ils peuvent y échapper Alors, c'est tracé. Maintenant, ils ont l'impression qu'on ne peut pas tout maîtriser sur la blockchain et que... en fonction des blockchains et des divisions sur des wallets, sur des portefeuilles numériques, on peut perdre des fonds ou les faire arriver dans des endroits où il n'y aura pas de coopération internationale policière. Oui. La deuxième chose qui fait qu'on est passé des années 70, 80, 90 à des braquages de banques, des braquages de bijouterie, à du trafic de stupéfiants et d'armes qui devient trop risqué et peu rentable. Grâce à la crypto-monnaie et à notamment des capacités de virement physique instantané de très fortes sommes, on vient de réouvrir une boîte de Pandore où, là où je pouvais récupérer 100 000 euros chez quelqu'un ou 1 million d'euros en cash dans une banque, je me retrouve à pouvoir avoir un virement numérique d'1 million d'euros en récupérant le fils de quelqu'un. Sans antifraude en plus, parce que la banque, si tu fais un gros virement, il y a des mécanismes qui te stoppent, il y a des plafonds. Là, il n'y a aucun contrôle. Et la banque ne peut pas rembourser en plus, alors qu'elle rembourse normalement quand c'est une banque. En crypto, une fois que le revirement est parti, c'est fini. Et pourquoi enlever les proches de quelqu'un? On m'a demandé ça, on m'a dit pourquoi on n'enlève pas le quelqu'un en particulier? Parce que si toi, tu as 1 million d'euros sur ton compte et que je t'enlève, et que là où je te séquestre, tu n'es pas en capacité de faire le virement, je me suis tiré une balle dans le pied. Alors que si tu es bien au chaud avec ta capacité de virement et j'enlève ta gamine ou ta femme, forcément, tu vas virer vite et bien.
Et si c'est ton enfant en plus, tu ferais plus peut-être pour l'enfant que pour toi-même. Là où toi-même tu prends des risques sur toi en disant non, je te donne rien. Mais ça n'a pas de sens d'enlever la personne qui est en capacité de faire le virement. Donc c'est plutôt logique en fait. Ouais. Et donc c'est quand même fou parce que aujourd'hui en plus les informations d'adresse sont visibles chez les patrons parce que souvent c'est soit leur siège social, soit leur adresse est assez visible. Ça devient très difficile aussi avec toutes les applications de livraison, etc. où tu as beaucoup de livreurs qui traînent, qui ont les codes. Donc en fait, il suffit qu'un réseau infiltre ces livreurs-là pour... c'est ce que les criminels font. Ils font de l'open source intelligence. Ils sourcent les gens qui sont en risque et ils sourcent leur famille via les réseaux sociaux. Ils font de l'intelligence numérique. Donc là, il y a un vrai enjeu, et on en fait énormément depuis ces dernières semaines chez Incognita, de comprendre les empreintes numériques et les risques numériques, faire de la sécurité comportementale sur les habitudes, les voyages, vérifier que les habitations sont sécurisées parce qu'il y a une cible qui vient d'apparaître et elle va être exploitée par les criminels pendant des semaines, voire des mois, jusqu'à ce que systémiquement, il y ait quelque chose qui fasse que... Là, typiquement, si demain, on faisait en sorte que aucun virement de crypto ne soit capable en instantané au-dessus d'une telle somme, au-dessus d'une certaine somme, ça mettrait un coup à la systémie de la criminalité. Mais c'est l'essence même de la crypto. C'est comme si je te disais, on va arrêter de faire des ordres de vente et d'achat sur les places boursières. Tu me dirais, mais ça sert à rien. C'est le principe de la bourse. C'est le but même. Donc, c'est le seul mouvement systémique qui pourrait stopper la criminalité, mais comme c'est antinomique via la crypto... c'est vrai que c'est beaucoup plus simple de faire ça que de braquer une banque. Plus sécurisé. Hein. Plus sécurisé pour le ravisseur, quoi. Tout à fait. Et le ravisseur, aujourd'hui, souvent, ils sont quand même attrapés par GIGN, par les forces de l'ordre. Et ils sont... C'est pas si difficile de les attraper, finalement, non ? Ou il y en a qui... Pour l'instant, ils n'ont pas suffisamment d'avance technologique, technique pour ne pas se faire attraper. Donc, jusqu'à présent, toutes les tentatives ont été avortées. Mais un course à l'armement qui va... Comme tu dis, il y a une porte qui s'est ouverte. Donc, tout à fait. Et comment on se sécurise quand on est visible aujourd'hui ton adresse, tu ne vas pas la changer. Autant un voyage, tu peux le poster en différé. Un événement, tu le postes en différé. Mais ton adresse, tu ne vas pas la différer. Comment tu fais ? Il y a des tas de choses à faire. Là, nous, on a des dossiers, des process de sécurisation. Ça serait hyper long de t'expliquer tout ça. Okay. Là. Mais il y a des choses à faire, à prendre en considération. Il y a des choses très simples à mettre en place. D'autres un peu moins simples. Mais si vous vous sentez visé parce que potentiellement... ciblable comme une personne en possession de crypto, il faut effectivement prendre certaines mesures rapidement. Et toi, tu couvres ça, c'est un service que je te propose aujourd'hui. Oui, absolument. Donne-nous un exemple de mesure très simple, juste pour donner une idée aux gens. Déjà, faire une enquête d'empreintes numériques en open source intelligence pour savoir tout ce qui est ça... qu'est-ce qu'un criminel pourrait serait en capacité de trouver sur moi en 1 heure, 2 heures, avec un rapport circonstancié, et à partir de ça, se demander quelle est la surface d'attaque possible. Ouais. Et on agit sur quoi ? Sur mes comportements ? Est-ce que c'est mon job ? Est-ce que c'est mon business model d'être influenceur ? Est-ce que j'ai besoin de sécuriser mon habitation ? Est-ce qu'elle est trouvable ? Est-ce qu'on trouve ma famille ? Et ainsi de suite. Ouais. Et donc, à partir de là, on va commencer à faire un mind mapping des actions les plus cohérentes et les plus acceptables financièrement pour sécuriser. Donc en fait, la surface d'attaque, ce qu'on appelle surface d'attaque, c'est tous les endroits où je peux me faire attaquer. C'est un peu comme dans le logiciel, on dit surface d'attaque, c'est tous les points où on peut avoir une faille. Tu commences toujours par ça finalement, parce que tu dois mapper ce qui... Selon la surface que tu présentes, il y a des attaques connues. Quand j'étais au GIGN, on nous demandait d'essayer de comprendre ce que l'ennemi pouvait voir de nous sur le terrain. Oui. Par exemple, tu es en train de te balader au milieu d'un champ. Est-ce que là, un sniper embusqué, il va te voir ? Ou est-ce que si tu es caché dans un fossé, il ne va pas te voir ? Là, c'est la même chose. Oui. Qu'est-ce que les ennemis vont voir de moi à cet instant T ? Oui. Ça, c'est la première chose à prendre en considération. J'ai fait une fois une podcast avec une chef d'entreprise qui m'a dit « Ouais, mon concurrent, il me piquait beaucoup de talents de chez moi, donc il me recrutait des salariés chez moi. Je l'ai appelé, je lui ai dit « Écoute, si tu continues à faire ça, je vais t'envoyer un ami moldave ou tchétchène ou whatever, et il va te casser les jambes ou je sais pas quoi. » Et il y a beaucoup de gens qui menacent comme ça parce que les tensions, les enjeux sont gros. C'est des chiffres qui font tourner la tête parfois. Et donc, ça t'énerve. Tu peux perdre des millions à cause d'un mec qui t'a fait un petit coup. Tu as envie de le défoncer. Entre menaces et passage à l'acte, il y a quand même un monde où est-ce qu'il y a quand même des passages à l'acte ? Des fois, c'est 5 000 €, quoi.
5 000 € qui peut faire vriller quelqu'un. Ben non, c'est 5 000 €, c'est le coût d'un Tchétchène, quoi. Mais est-ce que les gens peuvent faire ça, genre... Oui. Tu vois ça passer, toi? Bah, non, on n'est pas dans ces affaires-là, mais ça dépend des profils de personnalité. Oui. On parle pas de mafieux, hein. Ouais, non, mais dans les hauts dirigeants, dans les postes à très forte responsabilité, t'as des gens qui ont quand même des profils un peu comme ceux du GIGN. Assez stables émotionnellement pour faire carrière dans l'exécutif. Encaisser des pressions, et assez fous pour se dire, je risque toute ma vie, toutes mes thunes. Je mets tout dans une boîte en espérant que dans 10 ans, je ne mette pas la clé sous la porte, et qui ont un petit peu les fils qui se touchent parfois. Bah, tu peux avoir des profils à certains moments donnés qui, mal entourés, mal conseillés, en ayant vécu de multiples traumatismes, j'ai failli fermer la boîte, je me suis fait planter par mon cofondateur, machin, peuvent avoir des réactions émotionnelles et physiques qui dépassent les bornes, en fait. Et qui peuvent mettre 5 000 € pour envoyer quelqu'un, quoi. Et qui peuvent en venir à dépasser le cadre de la loi et de ce qui se fait rationnellement, parce qu'ils sont plus dans la réalité de la vie et qui vont péter un plomb jusqu'à ce qu'ils se rendent compte peut-être qu'ils ont fait une énorme boulette, quoi. Wow. Mais oui, t'en as. Et comment quand tu fais... Tout à l'heure, on parlait de négociation et t'as un Trump en face de toi, hyper instable, etc. Comment tu identifies que le mec est passé dans la zone? C'est bon, il est en transe, il est fou, il est plus dans le rationnel, je dois le ramener. Comment il y a des signaux comme ça que tu peux voir pour... Bah, il y a déjà, tu peux étudier, tu peux faire son profilage, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et puis surtout, il y a les patterns de qu'est-ce qui s'est passé jusque-là? Qu'est-ce qu'il a fait? Son track record, quoi. Ouais, moi, j'écoute pas ce que les gens me disent, je regarde ce qu'ils font. Oui. Et en fait, son track record va me donner quand même pas mal d'informations sur ce qu'il est capable de faire et à quel point il est capable de vriller. Est-ce qu'il est stable, fiable ou pas? Est-ce qu'il est impulsif ou imprévisible? Bon, bah, tout ça, ça va me donner des prédictions de comment je le gère, quoi. Ouais, parce qu'on voit beaucoup dans les films, tu sais, quand il y a des patrons qui se fightent dans les films, etc., souvent, ils vont passer à la menace parce que c'est un film, il faut créer du spectacle, etc. Mais dans nos vies de tous les jours, on ne connaît pas des histoires comme ça, donc on se dit ça doit être de l'ordre de l'exceptionnel. Là, il suffit d'allumer BFM pour en avoir. Il éclate les frais de douane sur le monde entier jusqu'à ce qu'ils disent « Ah oui, non, alors eux, ça va pas aller, donc ceux-là, eux non, pas trop. » Non, je parlais d'attaque physique sur l'intégrité physique de quelqu'un. On le voit beaucoup dans les films, des patrons genre qui sont en fight dans un business qui en viennent à employer des moyens très shady. Alors pas trop en France. Oui, pas trop en France. Les gens sont cadrés. C'est très procédurier en France. Oui. Ça peut partir en vrille au prud'homme ou chez des avocats assez vite, ce qui est plutôt bien. C'est vite qu'il y ait de gros débordements, mais c'est pas trop le cas quand même chez nous. Claire, ok. Quelques questions avant la fin parce que ça fait un moment. Il y a beaucoup de... Il y a toute une mode, je ne sais pas si elle est toujours très forte, mais la mode du développement personnel elle a pris sur les 15 dernières années énormément d'ampleur. Il y a beaucoup de choses à retenir et beaucoup de choses aussi qui sont vraiment du bullshit. Comment tu fais tes choix dans tout ça, toi? Qu'est-ce qui a été applicable chez toi, que tu as pu actionner sur beaucoup de clients, de tout ce qu'on peut lire aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelques trucs qui... Alors, le développement personnel, c'est plutôt intéressant comme mouvement générique. Maintenant, effectivement, c'est très difficile de trier les charlatans, des vrais aidants, des vrais accompagnants. Une phrase rigolote que m'a dit mon plus jeune fils de 8 ans l'autre jour, qui parle du développement personnel, de l'absence de croyances limitantes, du mouvement constructiviste où on peut tout faire. Et... je lui ai dit, mais tu peux tout être, mon fils. Tu peux vraiment devenir tout ce que tu veux. Il m'a répondu, je veux être une biscotte. Il a démonté le dev perso et le constructivisme en une phrase. Donc, oui, effectivement, c'est intéressant d'aider les gens à ne pas être limités, d'aider les gens à s'ouvrir, d'aider les gens à révéler des potentiels. Mais effectivement, il y a des mouvements commerciaux où on joue sur les failles et sur les faiblesses des gens pour leur faire croire que certaines choses sont possibles. Oui. Mais par exemple, quand tu prends quelqu'un en coaching, en thérapie ou en accompagnement, la première chose que tu essayes de détecter, c'est est-ce que son attente est irréalisable? Est-ce que l'objectif est impossible? Oui. Là, moi, quelqu'un qui me dit je suis champion du monde, je veux être champion olympique, je dis OK. Quelqu'un
quelqu'un qui a jamais couru de sa vie et qui me dit je veux aller à Los Angeles pour gagner le marathon dans 3 ans, il y a des gens qui vont lui dire c'est possible. Moi, je vais être plus mesuré que ça. Et effectivement, je suis d'accord avec le mouvement générique, mais effectivement, il n'y a pas de méthode miracle. Il faut surtout trouver des gens en qui tu as confiance et qui t'apportent quelque chose. Ce qu'on se dit toujours, c'est la personne, une fois qu'elle a quitté la séance, une fois qu'elle a traversé le coaching ou l'accompagnement, est-ce qu'elle va mieux que quand elle avait commencé ? Déjà, c'est un premier marqueur. Et ensuite, tu as sûrement un super dentiste. Et c'est ton bon dentiste. Et quand on te dit est-ce que tu connais un bon dentiste, tu lui dis c'est mon dentiste, il faut que tu ailles le voir. Le coaching, le dev perso, c'est ça. Oui. Envoyez des gens que vous avez testés, que vous avez éprouvés, avec qui ça a marché pour vous. C'est pas dit que ça marche avec les autres, mais au moins c'est un filtre, quoi. Il y a un minimum de filtres vécu, quoi. Une leçon de vie hyper importante au GIGN, je pense qu'il y en a plein que tu as appris, parce que c'est une école de vie, et puis tu vis des choses, comme tu disais, qui sont un peu exceptionnelles par rapport au commun. Une qui a particulièrement été marquante dans ta vie. Un truc que je retiens, c'est qu'on n'a jamais fini d'apprendre en général, mais d'en apprendre sur soi, et qu'il faut essayer de ne pas se modeler dans des certitudes et dans des contraintes, et qu'il faut systématiquement aller au-devant des difficultés, des nouveaux challenges, parce que c'est une source de joie infinie, quoi. Au lieu de se limiter à dire moi je suis comme ça toujours, je suis mauvais ça. dans ça, moi je suis comme ça, donc ça c'est pas pour moi. Donc c'est ce qui sépare le je suis possible de rien et le papa j'ai envie de devenir une biscotte. Il y a quand même un chemin assez large dans lequel souvent les gens sont sur les limites basses, et c'est bien d'aller explorer, parce que il y a une nana qui a écrit un bouquin sur les 5 plus grands regrets. Elle a étudié, elle a allé questionner des gens dans des EHPAD qui étaient en fin de vie, sur les 5 plus grands regrets que les gens ont eu. Le plus gros regret en fin de vie, c'est j'aurais dû faire ça, j'aurais dû essayer ça. Et donc, ce que j'apprends, c'est mais qui je serais si je m'étais pas confronté à cette problématique-là, qui je serais si j'avais pas élevé 6 gosses, qui je serais si j'avais pas monté cette boîte, qui je serais si ainsi de suite. Écoute, super épisode, David, j'étais ravi. Avec plaisir, merci à toi. Content de te recevoir à nouveau, on va voir les commentaires, les gens vont kiffer, je pense.